Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Smart for Change pour rester à l'écoute des marchés chaque jour, du lundi au vendredi à 20h30 si vous nous suivez à la télévision via vos box, émission que vous retrouvez par ailleurs chaque jour bien sûr en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, des marchés qui sont tiraillés entre Donald Trump qui continue d'inonder la zone, de saturer l'espace médiatique et politique à coup d'annonces tarifaires en l'occurrence, puisque les classiques de la littérature trumpienne reviennent vite sur le devant de la scène. Je parle de l'acier et de l'aluminium qui seront imposés aux frontières américaines à 25% à partir du mois de mars, selon la promesse et le décret signé par Donald Trump ces dernières heures. Et puis Jérôme Powell, de l'autre côté, le président de la Réserve fédérale américaine, qui témoigne aujourd'hui devant les membres du comité bancaire du Sénat avant de répéter cet exercice de témoignage semi-annuel devant l'une des commissions de la Chambre des représentants demain. Jérôme Powell qui réaffirme à cette occasion sur le plan de la politique monétaire que la Réserve fédérale américaine n'a aucune urgence à continuer de baisser ses taux à ce stade. On a vu encore des chiffres d'emploi la semaine dernière qui semblent valider cette position de pause adoptée par la Réserve fédérale américaine pour plusieurs mois peut-être. Discussion à suivre sur ces enjeux avec nos invités de Planète Marché, sans oublier ce qui se passe en dehors des États-Unis sur des marchés comme les marchés européens, voire des marchés asiatiques et même chinois qui sont en train de rattraper, de réduire un petit peu leur retard par rapport aux performances spectaculaires des marchés actions américains ces 2 dernières années. Comment ce rattrapage du reste du monde peut-il se poursuivre? C'est la question qu'on se posera là aussi avec nos invités de Planète Marché dans un instant. La partie résultats d'entreprise qui continue d'animer la cote avec aujourd'hui une publication de Kering qui a été plutôt bien reçue en première intention à l'ouverture ce matin, mais le titre Kering a vu sa hausse se dégonfler tout au long de la séance, une publication sans grand éclat et la promesse d'un point de stabilité atteint chez Kering qui demande à être confirmé sans doute pour ramener un peu de confiance de la part des investisseurs. Le titre Kering qui a particulièrement souffert au sein du secteur du luxe ces dernières années. Le point bourse de Pauline Gratel à suivre qui vous apportera un peu plus de détails sur ces résultats du jour. Coca-Cola a publié également aux États-Unis. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous nous focaliserons sur les enjeux du capital risque. Le capital risque à impact. Comment générer de l'impact quand on investit dans des entreprises prometteuses? C'est le sujet du fonds de venture Solar Impulse qui est initié par la fondation Solar Impulse, bien sûr, de Bertrand Piccard et géré aujourd'hui chez BNP Paribas Asset Management. Le gérant du fonds de capital risque Solar Impulse sera avec nous, l'invité du dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir. La tendance des marchés, tendance mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. 2 hommes à la une, Donald Trump d'un côté, Jérôme Powell de l'autre. Oui, Jérôme Powell démarre aujourd'hui son témoignage semi-annuel de 2 jours devant les membres du Sénat, puis de la Chambre des représentants. Il réaffirme à cette occasion que la Fed n'a pas d'urgence à baisser à nouveau ses taux d'intérêt. Aucune surprise pour les investisseurs avec un 10 ans américain légèrement supérieur à 4,5% et un euro-dollar stable à plus de 1,03. Et de l'autre côté, donc, Donald Trump. Oui, et ça y est, Donald Trump a signé le décret pour l'entrée en vigueur des droits de douane sur l'acier et l'aluminium. Les taxes seront appliquées à partir du 12 mars prochain. D'où qu'ils viennent, c'est 25% sans exception et pour tous les pays, même ceux qui sont des partenaires économiques et qui bénéficiaient avant de dispenses comme le Mexique, le Canada ou l'Union européenne. Bon, parmi les pays qui sont les plus gros exportateurs de métaux, d'acier et d'aluminium, on a le Mexique, le Canada, la Corée du Sud, le Japon également, d'autres pays asiatiques et également certains pays de l'Union européenne comme l'Allemagne. L'Union européenne qui a tout de suite réagi au décret signé par Donald Trump. Oui, l'UE a réagi par la voix de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Elle promet des contre-mesures fermes et proportionnées. Bref, ces droits de douane injustifiés imposés à l'UE ne resteront pas sans réponse, a-t-elle fait savoir. Le chancelier allemand Olaf Scholz a lui aussi averti que si les États-Unis ne laissaient pas d'autre choix, l'UE réagira ensemble. Bon, malgré l'idée de cette escalade tarifaire
tarifaire ou de cette guerre commerciale qui reprendrait, on notera que les marchés restent particulièrement calmes. Oui, aux États-Unis, les indices ouvrent en léger repli. Le MSCI World évolue autour de l'équilibre. Les indices européens ne réagissent pas outre mesure. Ils évoluent tous globalement autour de l'équilibre. Le CAC 40 se maintient autour de 8000 points, tiré en début de séance par Kering, qui gagnait 5% avant de finalement céder du terrain après sa publication. Kering qui est convaincu d'avoir atteint un point d'inflexion dans sa gestion opérationnelle. Oui, le groupe de luxe fait état d'un bénéfice net en repli de plus de 60% et d'un chiffre d'affaires qui recule de 12% en 2024. Kering reste plombé par Gucci, dont les ventes baissent de 20% en 2024. Mais François-Henri Pinault, le PDG, est convaincu qu'après une année de stabilisation en 2025, l'entreprise reprendra le chemin de la croissance et de la rentabilité. Et puis, autre grande entreprise européenne qui publie aujourd'hui dans le secteur bancaire, Unicredit, qui voit une stabilité de sa dynamique bénéficiaire pour cette année 2025. Oui, la banque italienne fait état d'un bénéfice net ajusté record à plus de 9 milliards d'euros en 2024. Les revenus progressent de plus de 4% sur l'année à 25 milliards d'euros. Et donc l'an prochain, Unicredit déclare viser un bénéfice stable en 2025 après une baisse attendue de ses revenus. Avec une baisse attendue de ses revenus, cela ne convainc pas les investisseurs. La banque est lanterne rouge du MIB. Le titre cède 3% après un parcours spectaculaire ces dernières années. Dans le secteur de la consommation aux États-Unis, après McDonald's hier, c'est Coca-Cola qui publiait aujourd'hui ses résultats. Oui, Coca fait état de ventes supérieures aux attentes, plus 6% au quatrième trimestre à 11,5 milliards de dollars. Le bénéfice progresse de 12% sur la période. Sur l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires s'établit en hausse de 3% sur un an à 47 milliards de dollars. Le bénéfice avance de 7% en 2024. Le titre ouvre en hausse de 3% à Wall Street. Quels seront les rendez-vous attendus demain sur les marchés, Pauline ? On prendra connaissance de l'inflation américaine de janvier. Elle est attendue en hausse de 0,3% sur un mois et plus 2,9% sur un an. En France, la journée sera chargée avec la micro. On attend les résultats d'Essilor-Luxottica, Michelin et Carrefour, entre autres. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse. Les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Vincent Guendier est avec nous, directeur de la stratégie d'investissement de Cholet Dupont Oudard. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire. Joachim Jean nous accompagne, directeur de la gestion action de Mansartis. Bonsoir Joachim. Bonsoir Grégoire. Et Florent Delorme avec nous également, stratégiste chez M&G Investments. Bonsoir Florent. Bonsoir. Merci d'être là, messieurs. Ravi de vous retrouver. Joachim, sur l'entrée en jeu de Donald Trump. On est dans la 4e semaine d'exercice du pouvoir de Donald Trump depuis son installation à la Maison-Blanche le 20 janvier dernier. Alors, c'est la stratégie flood de zone. On inonde la zone, on sature aussi bien l'espace médiatique que l'espace politique et institutionnel. Ça, c'est du Trump. Ça ne surprendra personne. Peut-être que l'intensité est un peu supérieure à ce qu'on pouvait imaginer, mais derrière ça, on a quand même des marchés qui sont plutôt calmes et surtout une dynamique de marché qui s'est un petit peu inversée entre des Trump trades qui ont été très puissants en fin d'année dernière, hausse du dollar, hausse des taux longs américains, surperformance des actions américaines par rapport au reste du monde. On a plutôt, sur quelques semaines, encore une fois, le schéma inverse qui est en train de se mettre en place, Joachim. C'est sûr que si on fait le bilan au bout de 4 semaines, on se dit que les 4 années vont être longues. Donald Trump prend beaucoup de place d'un point de vue médiatique. Après, on voit que nous-mêmes et les marchés sommes bien mieux préparés que par rapport à 2017. On voit que les marchés gardent la tête froide par rapport à l'effet d'annonce qui peut être assez excessif, mais on sent peut-être que la stratégie trumpienne n'est plus aussi efficace que dans le passé. Et en tant que gérant et investisseur, je pense qu'on a eu le temps pour se préparer au pire. Et finalement, on voit que les premières annonces sont peut-être pas aussi dures que celles qu'on a pu anticiper il y a 3-4 mois. Ouais. Maintenant, la question qui se pose pour nous, quand on regarde les premières annonces, typiquement il y a peu de temps hier sur l'acier et l'aluminium, on se pose aussi la question de l'impact économique sur les États-Unis. Nous, personnellement, on a regardé ça et on voit plutôt un effet sans doute négatif, notamment sur les prix à la consommation aux États-Unis. Donc on ne sait pas dans quelle mesure il va aller jusqu'au bout, puisque aujourd'hui on devrait avoir des tarifs qui rentrent en vigueur le 12 mars. Il a annoncé pas d'exemption, finalement on voit qu'il est déjà en train de négocier avec l'Australie.
Donc, quid maintenant de l'impact vraiment concret sur les marchés, sur l'économie? Point intéressant avec l'acier et l'aluminium, qui sont quand même des produits bruts, des entrants importants, certes, mais qui sont très en amont du consommateur final. Quand Donald Trump annonce des tarifs de 10% sur la Chine et qui s'aperçoit que ça va englober également tous les petits colis à moins de $800 qui viennent de Chine chaque jour sur le territoire américain, comprenez les commandes Temu et Chine des Américains, là tout de suite, il comprend que ça va être un sujet qui va tout de suite se voir chez le consommateur américain. Donc, il met une exemption sur ces petits colis. Sur l'acier et l'aluminium, on peut imaginer quand même que la perception des tarifs pourrait être un peu différente du point de vue du consommateur final, ou est-ce qu'il y a quand même quelque chose à attendre, un effet qui sera perçu? Il y a des choses à attendre. Je vais vous donner 4 exemples concrets. Le premier, typiquement, c'est sur les machines à laver. On l'a vu en 2018 sur les premiers tarifs sur l'acier, on a eu une hausse de 10% quasiment immédiate sur tout ce qui était machine à laver. Donc là, on a vraiment un impact concret sur le consommateur américain. Un autre assez anecdotique, c'est le F50 de General Motors, qui est l'un des pick-up les plus vendus aux États-Unis. On sait qu'aujourd'hui, la carrosserie est composée à 70% d'aluminium. Donc quid de l'impact sur une voiture qui est massivement vendue aux États-Unis. Et également, je peux vous donner 2 autres exemples assez intéressants. On pense tout de suite à tout ce qui est fait à partir d'acier et d'aluminium, mais je vous donne l'exemple des biens plastiques. Ils sont moulés, injectés dans des moules en acier et en aluminium. Vous augmentez le prix de ces moules-là, il va avoir une répercussion également sur les produits en plastique. Et ensuite, dans la construction aussi, moi, je ne vois pas comment on peut passer à côté d'un impact fort sur les prix des matériaux dans la construction. Quand vous êtes un promoteur immobilier et que vous avez un projet massif aux États-Unis, vous vous posez la question de le débuter ou pas quand vous voyez des allers-retours incessants sur la communication de Trump. Avec en plus, au passage, un énorme enjeu de reconstruction après les méga-feux dans la région de Los Angeles, qui viennent s'ajouter, j'allais dire, au business as usual de la construction américaine. Exactement. Donc maintenant, on verra jusqu'où il ira. Il y a un mois à peu près quasiment pour voir de quelle manière il va essayer de négocier avec les contreparties. Mais je pense que c'est plutôt un impact qui sera négatif sur le consommateur américain. Vincent, qu'est-ce que vous retenez de ces premières semaines d'exercice du pouvoir de Trump, du caractère pro-business, business-friendly, dont on crédite généralement le président américain? C'est vrai que quand on voit les annonces sur les tarifs, un focus très fort aussi sur l'immigration, très MAGA, en lien avec son électorat, ou encore l'idée de couper violemment dans les dépenses fédérales à travers le Doge d'Elon Musk, on se dit que tout ça peut avoir quand même des effets négatifs à un moment sur la croissance américaine. C'est vrai. Ce qui est frappant, c'est la vitesse à laquelle il va. On voit vraiment qu'il était beaucoup mieux préparé et qu'il s'est entouré de personnalités qui allaient dans le même sens que lui, qui allaient relayer son désir d'action. Et puis je pense qu'il a en ligne de mire, effectivement, une réussite très rapide de tous ses programmes pour satisfaire son électorat et faire en sorte, aux prochaines élections de mid-term, les républicains gardent la majorité et s'inscrivent durablement dans le temps. Il ne faut pas oublier que si Trump a été élu, c'est parce que les républicains ont longuement étudié le moyen de reconquérir un certain nombre d'électeurs pour pouvoir gagner régulièrement des élections. Donc c'est ça le but ultime. Et aussi, bien entendu, America First Again, c'est aussi que l'Amérique soit respectée pour sa grandeur, sa puissance, entre guillemets, alors qu'aujourd'hui, les États-Unis finançaient beaucoup d'organisations internationales qui, finalement, ne renvoyaient pas beaucoup l'ascenseur. Donc, il y avait une exaspération, à la fois chez les politiques américains, de tous bords, mais aussi vis-à-vis d'un certain électorat. Donc, il veut aller vite. Je crois que si les marchés américains se mettent à temporiser aujourd'hui, c'est parce qu'on a déjà pas mal monté depuis l'automne, que les Trump trades ont beaucoup joué et que, comme on l'a dit, il faut voir les conséquences. Est-ce qu'il y aura un regain d'inflation? Si c'est 0,3, 0,4% d'inflation de plus pendant quelques mois, so what? Si c'est beaucoup plus important, et surtout si cette avalanche d'annonces et de décrets, de reculades fait qu'on installe, un peu comme en France, une incertitude qui fait qu'effectivement, le monde de l'économie, le business, se dit aujourd'hui, je ne sais pas où on va, donc on ralentit un certain nombre de budgets. Il ne faut pas oublier que les États-Unis ont beaucoup cru depuis quelques années grâce à la consommation, mais aussi grâce à l'investissement, et que cet investissement, il était quand même drivé par des programmes d'incitation dont on ne sait pas encore s'ils vont être maintenus ou non.
Et donc, s'ils ne sont pas maintenus et qu'en plus, il y a un attentisme de la part des entreprises, effectivement, on peut se poser des questions sur l'évolution de la croissance aux États-Unis. Et là, il serait très mal jugé. Donc, effectivement, il est business friendly. Il va faire à la fois attention aux conséquences inflationnistes et à l'activité. Mais il ne faut pas exclure des dérapages. Et donc, c'est un des éléments pour lesquels, moi, je pense qu'on est inscrit dans un schéma de volatilité et que chaque fois que les marchés progressent beaucoup, à un moment donné, il faut qu'on revienne un petit peu en arrière, qu'on réanalyse, qu'on redissèque et qu'on se projette un petit peu plus loin. Mais aujourd'hui, c'est difficile de se projeter beaucoup plus loin que les niveaux qu'on a atteints, je trouve. Il est prêt à accepter qu'il y a un peu de douleur. Il l'a écrit, je crois, il y a quelques jours. Est-ce qu'il y aura de la douleur, pain Peut-être. Oui. Ou peut-être pas. Ça, c'est du Trump tout craché. C'est toujours un peu normand, mais il prépare les esprits à l'idée que oui, il y aura peut-être aussi des efforts à fournir, mais comme il l'écrit, ces efforts en vaudront la peine. Oui, c'est un peu churchillien comme discours, c'est évident. Mais je pense pour une économie qui est quand même à 3% de croissance, régime de croisière depuis les trimestres. C'est ce que je veux dire. Les États-Unis, depuis 30 ans, sont dans une croissance moyenne de 3%, mais qu'il y a une fracture qui s'est installée là-bas entre des régions qui progressent très vite et des populations qui s'enregistrent très fort et un électorat plus populaire qui n'en voit pas les conséquences pour son portefeuille. Et c'est ça la clientèle aussi de Trump. Donc il faut qu'il change cette perception. Il n'y a pas que la bourse qui monte, mais il faut que le pouvoir d'achat des ménages s'améliore, que c'est pas la difficulté à trouver des emplois, mais c'est à être bien payé et à vivre correctement, à se loger correctement, etc. Scott Bessent a dit, c'est le tour de Main Street. Exactement. Donc, ça va... Il y aura forcément des dégâts collatéraux. Il y aura peut-être des dégâts collatéraux aussi dans la tech. Est-ce qu'ils vont vouloir rationaliser ou réglementer un peu plus la tech, on verra bien. Donc je pense que le marché est arrivé à un moment où il a besoin de se poser, de réfléchir, d'attendre un petit peu, de voir les prochaines conséquences. Surtout que de toute manière, dans les semaines qui viennent, il y aura encore plein de décisions. Dans les heures qui viennent même. Je peux vous le signer tout de suite. Florent, comment vous regardez effectivement donc le paradigme Trump qui est en train de s'installer et puis en miroir, comment est-ce que le reste du monde réagit ou bouge, à commencer par les marchés. Venons-en, les marchés européens font mieux depuis le 1er janvier que les marchés américains. Après des décennies de sous-performance, il n'y a pas de sujet là-dessus, mais il y a quand même là, visiblement, un espace au moins de quelques temps qui permet ce rattrapage du reste du monde. On l'a dit ces derniers mois, le programme de Trump, il est ambivalent, il est pétri de contradictions. Et donc, on a du mal encore à ce stade à voir exactement quelle va être la trajectoire, puisque le projet en lui-même est contradictoire sous de nombreux aspects. Alors, il y avait des éléments dans le projet qui convenaient au marché, c'était effectivement les baisses d'impôts, la déréglementation, et puis à l'inverse, les droits de douane n'ont jamais eu la faveur des marchés financiers. Il se trouve que Trump commence par cette dimension-là parce que c'est la plus facile, c'est de son ressort. Là où effectivement sur la question des baisses d'impôts et de la déréglementation, mais surtout des baisses d'impôts, il a davantage besoin du Congrès. Donc là, on rentre dans une mécanique de négociation et les contradictions aussi au sein même du Parti républicain vont à cette occasion réapparaître, puisque on a des nuances assez marquées au sein du parti qui, selon les États, en plus, ont des intérêts divergents. Donc pour l'instant, effectivement, il commence par les droits de douane, ce qui est le sujet désagréable. Il le fait de manière un peu chaotique. On aurait préféré, effectivement, une annonce un peu claire de 10% pour tout le monde et c'est réglé, quoi. Parce que, comme on l'a indiqué il y a quelques instants, l'instabilité pose problème. En fait, le marché peut surmonter un changement de paradigme sur les droits de douane, mais il faut savoir exactement où on va pour donner la possibilité aux acteurs économiques de s'adapter et aux investisseurs eux-mêmes de réfléchir à cette nouvelle donne. Là, c'est la menace en tant que telle qu'il faut craindre, déjà. Ce qui est ennuyeux, c'est déjà l'incertitude qu'elle génère, quoi. Ce qui est ennuyeux, c'est ce stop and go, là, où effectivement, il y a des effets d'annonce qui sont démentis 48 heures plus tard, donc on ne sait pas bien quelle va être sa trajectoire. Donc là, c'est vrai qu'on est tenté d'attendre que la poussière retombe, de voir un petit peu effectivement où on va en venir. La question, c'est est-ce qu'il va persister pendant très longtemps
à jouer avec ces droits de douane ou est-ce que dans 3 mois, cette histoire-là Passe à autre chose. est réglée? Il serait mieux qu'on puisse passer rapidement à autre chose. Donc, pour l'instant, le marché lui fait crédit de changer assez rapidement de sujet. Parce que finalement, ces débats ont commencé très récemment. Mais ça ne pourra pas durer pendant des mois. Si le marché ne surréagit pas aujourd'hui sur cette question tarifaire, c'est parce qu'il imagine, comme vous dites, que Donald Trump passera à d'autres thèmes et d'autres sujets assez rapidement. Nous le croyons. Ah ouais. D'une part, il passera à d'autres sujets et d'autre part, le marché fait le pari d'un certain pragmatisme de l'administration américaine et de Trump en particulier, c'est-à-dire qu'il faut quand même satisfaire un électorat qui souhaite avoir de la croissance et peu d'inflation, de l'emploi et pas d'inflation. Et effectivement, ça sous-entend quand même qu'on ne peut pas aller trop loin sur les droits de douane pendant trop longtemps. Donc le marché est dans cette idée qu'on va passer à une séquence nouvelle assez rapidement. Donc on sera fixé dans quelques temps sur ces nouveaux droits de douane et que le résultat final ne devrait pas être trop douloureux. C'est un peu ça la thématique pour l'instant. Et c'est assez vraisemblable. Voilà. Après, le gros morceau, c'est quand même les réductions d'impôts. C'est quand même ce qui fait dire à tout le monde que Donald Trump et son administration sont pro-business. Cet encouragement à l'activité économique, à une fiscalité pas trop pénalisante. Donc c'est là où le vrai sujet va apparaître, on l'espère, assez vite. Mais de notre point de vue, effectivement, les atermoiements de l'administration américaine et de Trump sur les droits de douane là, depuis quelques semaines ne remettent pas à ce stade en cause la thématique d'investissement aux États-Unis. On reste quand même sur l'idée que ce qui nous intéresse dans son programme, c'est les baisses d'impôts, la déréglementation. Bon, à ce stade, il y a encore cette idée que ce sera déployé d'une manière ou d'une autre. Et puis, il ne faut pas perdre de vue aussi que l'économie américaine, c'est pas uniquement les programmes, les mesures politiques. Je veux dire, il y a un intérêt intrinsèque de l'économie américaine. Voilà, ça reste une économie extrêmement productive, extrêmement innovante. Il y a un secteur privé qui est allant. Qui a une certaine autonomie, en réalité, au regard du politique. Et on fait d'abord le pari de cette force incroyable de l'écosystème économique américain qui pèse de tout son poids dans cette dynamique économique au-delà du bruit que peut causer la classe politique américaine. Et quand on considère justement cette force naturelle, intrinsèque de l'économie américaine à travers son secteur privé, qu'est-ce que ça implique pour la Réserve fédérale américaine? Alors, on peut spéculer sur ce que Trump fera demain, mais si on regarde juste le chemin naturel d'une économie comme l'économie américaine, est-ce que ça nous amène à l'idée que la Fed pourrait rester en pause plus longtemps que ce qu'imagine le marché aujourd'hui? C'est fort possible, puisqu'on voit que les taux directeurs élevés et les taux longs, qui eux-mêmes sont encore à des niveaux importants, ne semblent pas trop pénaliser l'économie américaine, contre toute attente. Il faut bien reconnaître qu'on a cru au démarrage de la séquence des hausses des taux courts que la persistance de ces taux courts élevés allait finir par... Oui. La durée était importante. La durée de maintien des taux à ces niveaux-là était quelque chose de très regardé et avec inquiétude. Plus on maintenait longtemps ces taux à ces niveaux-là, plus on prenait le risque d'abîmer ou de mordre sur l'économie. Bon, cette équation, elle est moins solide aujourd'hui. Exactement, donc cette thèse-là est un peu battue en brèche. On a évoqué, pour l'expliquer, le fait que l'État américain, l'État fédéral a beaucoup dépensé sous l'ère Biden, et ça a effectivement contribué à soutenir l'économie américaine, en théorie touchée par un environnement de taux plus élevé. Là, on s'oriente vers une séquence peut-être moins dépensière de l'État américain, mais on a le sentiment que la vigueur de l'économie américaine encaisse des niveaux de taux un peu plus élevés. Donc oui, la Fed, à ce stade, compte tenu des éléments du marché de l'emploi, n'a pas de raison, comme elle le dit elle-même, de baisser rapidement les taux. Donc peut-être 1 à 2 baisses de 25 points de base en 2025, mais il n'y a pas d'indicateur qui semble militer pour effectivement une baisse rapide et urgente. D'accord avec cette idée que le cycle de baisse des taux de la Fed est un cycle
assez anormal, j'en sais rien, en tout cas assez atypique par rapport à ce qu'on peut voir dans des cycles où les baisses sont faites de manière beaucoup plus régulière, automatique, etc. Vincent ? Oui, mais enfin, c'est vrai. Mais on a eu aussi un cycle qui précédait, qui était très atypique. Cette flambée de l'inflation pour des raisons exogènes, on l'avait vu dans les années 70, mais donc il a fallu réagir très vite. Et effectivement, devant une telle montée des taux, on pouvait se dire ça va faire mal à l'économie. Sauf que derrière, tant que le marché du travail n'était pas équilibré, tout le monde trouvait du boulot, il y avait une hausse des salaires. Donc ça n'a pas mordu sur l'activité, d'autant qu'il y avait encore cette épargne excédentaire chez les ménages, qu'il y avait les plans de soutien à l'investissement de Biden. Donc tout ceci explique que l'économie soit restée extrêmement résiliente. On arrive peut-être quand même à la charnière aujourd'hui, parce que le marché du travail reste fort, mais quand on regarde à l'intérieur d'un certain nombre d'indicateurs, que regarde aussi la Fed, on voit qu'il y a quand même un rééquilibrage qui s'est fait. Il y avait un taux de démission qui était très important, parce que les gens pouvaient retrouver très facilement un boulot. Ce taux de démission, il a commencé à diminuer. Les ratios entre les emplois fournis et les chômeurs sont également en train de changer un petit peu. Donc, je ne sais pas si... Enfin, je pense que l'économie domestique américaine est sans doute un tout petit peu plus fragile qu'on ne le croit, en ce sens qu'elle est peut-être aujourd'hui plus sensible aux impacts négatifs que pourrait avoir la politique de Trump. Je comprends. La couche Trump qui viendrait s'ajouter pourrait accélérer la fragilisation de l'économie américaine. Donc moi, je ne veux pas préjuger de ce que fera Powell, mais il est évident que, de toute manière, il a sa fonction de réaction, il est toujours data dependent, et s'il faut baisser plus vite, il rebaissera. Mais on est plutôt dans le sens d'un prochain mouvement qui soit une baisse. Toujours, à ce stade. Toujours, mais d'accord. Ça peut durer un certain temps, tant qu'il n'a pas des signaux plus convaincants qu'à la fois l'activité est un peu moins forte, mais que du coup l'inflation peut aussi reprendre une trajectoire de désinflation, il ne va pas non plus se précipiter. Donc il faut être un peu attentiste et pragmatique. De toute manière, on voit bien qu'en ce moment, les marchés regardent aussi un petit peu plus les taux longs que la Fed. Et les taux longs, ils sont aussi fonction des risques de dérapage budgétaire ou non. Donc le travail que fait Musk, même s'il est très décrié, mine de rien, il contribue aussi à rééquilibrer un petit peu les choses. S'il arrive à faire des économies, ce sera autant de récupérer. Bon, donc il y a tout ça qui doit se mettre en route et qui... Encore une fois, justifie qu'à la fois les investisseurs, mais aussi les acteurs économiques peuvent être un petit peu plus attentifs. Ouais. On le voit, on en discutait avant l'émission, mais c'est vrai que le Russell 2000, l'indice des small caps américaines, pour le caractériser, qui était vu comme un des grands Trump trades, a peut-être pas délivré autant que ce qu'on pouvait imaginer de ce point de vue-là. Il y a quand même... Il a eu sa phase de rattrapage et maintenant, je pense qu'il est obligé d'attendre un petit peu. Et voilà, cet attentisme, il se voit sur ce marché domestique américain. Joachim, parlons un peu de l'Asie. Ça fait partie de vos grands domaines d'expertise. Vous, spécifiquement, chez Mansartis, dans l'équipe Action que vous dirigez, Joachim, sur la Chine, m'intéresse. Qu'est-ce que vous comprenez de la manière dont la Chine est tentée de réagir ou de s'adapter à Trump ? Et puis, parlons aussi du marché chinois, qui est un peu comme le marché européen, connaît peut-être une phase de soulagement aujourd'hui. Exactement. Alors, il y a 3 choses intéressantes concernant le marché action chinois. La première, c'est que le rebond qu'on vit actuellement depuis le début de l'année se fait principalement sur des facteurs microéconomiques plutôt que macroéconomiques. Mais je reviendrai peut-être sur la partie économie. Le deuxième, c'est qu'on voit que le marché chinois est assez perméable pour le moment aux annonces trumpiennes. Je me répète, mais j'estime que nous sommes mieux préparés. Alors, on est beaucoup moins nombreux aujourd'hui sur le marché chinois qu'en 2017. Et les sociétés chinoises sont bien mieux préparées qu'en 2017. Imperméables, c'est ça. Non perméables aux annonces trumpiennes. On avait compris le sens. Et les sociétés chinoises sont bien mieux préparées. Elles ont 8 ans aujourd'hui pour relocaliser leur chaîne de production en dehors de la Chine. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est qu'on voit un élément plus qu'intéressant, c'est que la Chine devient très démonstrative d'un point de vue technologique. Alors, je ne reviens pas sur l'effet d'annonce DeepSeek, j'imagine que ça a été amplement commenté ici, mais je vais noter 2 autres choses qui sont un peu passées à l'as. Le premier, c'est sur la partie véhicule électrique. Vous avez dû le voir, BYD a fait une annonce très intéressante sur son système de conduite autonome et intelligente, qui aujourd'hui pourra être intégré quasiment dans toute sa gamme.
avec un début d'entrée de gamme à $10 000. Et ça, c'est assez considérable. Ça montre la capacité notamment de ce constructeur-là à avoir une technologie quasiment aussi efficace que l'américain Tesla, mais de pouvoir l'intégrer même dans des voitures beaucoup moins chères, grâce à des effets d'échelle considérables. Et le troisième élément, puisque on voit aussi un virage d'avenir technologique, c'est toute la partie robotique humanoïde. Donc là aussi, on a eu des effets d'annonce assez intéressants. La nouvelle frontière, hein, c'est ce que dit le patron de Nvidia. Hein, c'est la nouvelle frontière, l'IA physique. Exactement. Donc les effets d'annonce étaient plus liés aux États-Unis et à Tesla notamment. Et on a eu quelque chose d'assez intéressant pendant le Nouvel An chinois. C'est cette vidéo qui a fait plus d'1 milliard de vues. Alors je vous invite à la regarder. J'ai dû la rater alors. C'est les robots chinois qui dansent sur scène et qui montrent cette capacité pour les acteurs chinois d'être aussi en avance sur la partie robot humanoïde. Là où on pense que c'est réservé parfois à la technologie américaine, on voit les Chinois beaucoup plus concurrentiels. Donc ils sont beaucoup plus agressifs d'un point de vue effet d'annonce technologique, et donc ça porte les marchés. Maintenant, d'un point de vue macroéconomique, c'est là où c'est encore un peu plus fragile. On le voit avec une croissance assez fragile, une déflation qui menace quand même, et un consommateur qui est encore un peu à la traîne. Un point qu'on m'a expliqué, certains de vos confrères, je dis ça parce que vous connaissez aussi très bien le marché japonais, qu'on a déjà beaucoup discuté de ce point-là avec vous, la capacité des entreprises chinoises à, se tourner un peu plus vers leurs parties prenantes, les actionnaires. On fait attention à la gestion du cash, on fait attention à l'allocation des ressources, on essaye de traiter les actionnaires de manière un peu meilleure. On en a beaucoup parlé au Japon, beaucoup de cash dans les entreprises mal allouées, et donc à un moment les autorités japonaises mettent le doigt dessus et les choses bougent. Est-ce qu'en Chine on observe ça aussi de la part des entreprises chinoises qui ont besoin d'être attractives vis-à-vis du reste du monde? C'est vrai. Alors c'est le troisième grand pays asiatique, parce qu'on a eu le Japon, on a eu la Corée aussi. Ouais. Et maintenant, on a la Chine, et donc on voit le gouvernement passer par là, demander aux grandes entreprises chinoises de faire plus attention aux actionnaires. Et ça fait d'autant plus de sens qu'aujourd'hui, les niveaux de valorisation des actions chinoises sont extrêmement faibles, et donc ça fait beaucoup plus de sens en termes d'allocation du capital pour un management d'une entreprise chinoise, par exemple, de racheter des actions sur ces niveaux de valorisation-là, en prenant en compte des perspectives long terme, là où parfois l'investisseur est plutôt sur des perspectives court ou moyen terme. Donc nous, on salue ces initiatives qui font du sens dans la création de valeur au niveau de l'entreprise. Sur le plan de l'investissement, Florent, quelle est la ligne de conduite que vous avez aujourd'hui chez M&G Investments? Est-ce que c'est un bon moment pour se redéployer un peu en partie en dehors du dollar, du marché américain qui reste bien sûr incontournable, mais est-ce que c'est un bon moment pour se redéployer ailleurs dans le monde? Oui, on a une vision plutôt constructive pour 2025. On pense que les marchés américains, qui sont effectivement un peu tendus en termes de valorisation, ne sont pas pour autant valorisés de manière délirante. Il y a quand même la thématique de l'intelligence artificielle qui, avec... Donc il ne faut pas enterrer le marché américain, quoi. Non, pas du tout. Non. Avec les prouesses qu'on vient d'évoquer, qui justifient aussi qu'on ait des valorisations assez exceptionnelles, certes peut-être un peu trop élevées là, temporairement, mais en tout cas, il y a quand même un sous-jacent tout à fait tangible et une technologie sur laquelle le monde entier se concentre, parce que effectivement les enjeux géopolitiques vont tourner autour de l'intelligence artificielle. Donc le marché américain, ça reste quand même le cœur d'une allocation, même si on est bien d'accord pour dire qu'il faut se diversifier afin de ne pas prendre le risque effectivement d'être pris à revers par l'administration Trump qui jouerait tous les scénarios de pragmatisme et se montrerait un peu trop excessif. Donc qu'est-ce qu'on va chercher en dehors des actions américaines? D'abord de la duration. Il nous semble qu'effectivement le niveau des taux d'intérêt de la dette souveraine sont tout à fait en ligne avec les projections d'inflation relativement maîtrisées qu'on a pour la décennie qui vient. Donc on va acheter de la duration un peu partout dans le monde, aux États-Unis, mais également en Angleterre, par exemple, et dans la sphère émergente. On pense que la dette émergente a été assez délaissée. C'est le moment d'y aller. Ça avait été un facteur plutôt pénalisant, la duration, ces dernières années. Là, vous dites, c'est le moment, effectivement...
d'augmenter ce facteur-là. Et y compris sur les taux américains. On a avoisiné les 5% sur le 10 ans américain. Ouais. Pour nous, c'est un niveau qu'on ne dépassera pas. On ne voit pas les taux 10 ans aller au-delà du 5%. Donc dans la zone 4,50-5%, on peut progressivement constituer des positions. Donc la duration sur la dette souveraine est clairement un axe de diversification pour nous. Et en termes actions, au-delà des États-Unis, on pense effectivement que l'Europe conserve un intérêt puisque les multinationales européennes, nous, on investit plutôt sur les grandes valeurs. On une activité qui n'est pas exclusivement dépendante de l'activité dans la zone euro, c'est même plutôt l'inverse. On a des multinationales dont le chiffre d'affaires est à 60% aux US ou dans le reste du monde, situé dans le reste du monde, et dont les implantations industrielles sont elles-mêmes souvent aux États-Unis. Donc, de ce point de vue-là, sont peu sujettes aux facteurs des droits de douane. Donc l'Europe constitue le deuxième bloc de l'allocation action. Et ensuite, on va compléter par la Corée, qui pour nous est un... Fait plaisir à Joachim Jean, défenseur des actions asiatiques. Je m'imaginais pas aller jusqu'à la Corée aujourd'hui, pourquoi pas. Grand pays développé, la Corée. Enfin, émergent dans les indices, mais développé quand même. Voilà, très développé économiquement. Bien pour sûr, nous, c'est un point d'accès à l'économie asiatique assez confortable, puisqu'on a effectivement une économie développée, un cadre réglementaire et juridique tout à fait rassurant. Donc on va jusqu'à aller chercher la croissance en Asie via ce marché-là. Et il y a une seule classe d'actifs qui effectivement nous laisse plus sceptiques, c'est le crédit, où les spreads sont quand même relativement serrés. Donc on a évidemment un peu d'allocation crédit, investment grade et high yield, mais c'est la prudence qui domine, beaucoup moins de high yield qu'on a pu en avoir, et l'allocation crédit au sens large est quand même très en deçà. Après 2 années exceptionnelles, vous dites il est temps peut-être de... Oui, on rebascule les allocations vers la dette émergente. D'accord. Ouais, j'entends. Où on a le spread globalement high yield américain est au plus bas, quoi. Enfin, les primes de risque sont au plus bas sur ces marchés de dette d'entreprise à haut rendement. Voilà, alors que sur la dette émergente, on a des rendements assez significatifs, des devises qui se sont dépréciées, et donc on peut l'acheter en devise locale pour bénéficier à la fois du retour à meilleure fortune des devises locales et des rendements nets d'inflation qui sont bien supérieurs à ce qu'on peut avoir dans les pays développés. Voilà. Bon, quelle chance pour les autres marchés en dehors des États-Unis, Vincent? Comment vous regardez l'affaire, notamment le marché européen? Est-ce que c'est une bonne manière, je sais pas, de jouer la dynamique américaine et Trump à travers des entreprises européennes qui pourraient en profiter? Est-ce que c'est déjà une première stratégie qui fonctionne? Je pense que ça reste un petit peu compliqué. Ah oui. Comme on ne connaît pas toutes les conséquences, je n'irai pas me lancer dans des choix très, très drastiques. Ça reste un pari, quoi. Je crois qu'il faut être blend. Il ne faut pas prendre des paris trop importants. On est assez constructif aussi sur les marchés cette année, mais on n'y voit quand même pas des potentiels énormes. Je ne suis pas certain qu'entre la classe action et obligataire, il y ait de grosses différences cette année. D'une part, parce qu'aux États-Unis, les marchés sont relativement chers, qu'en Europe, on a encore un petit peu d'incertitude sur la gouvernance et sur les choses qui vont se mettre en place. Et sur la partie taux, c'est vrai qu'il y a du portage aux États-Unis, mais c'est un peu compensé par une évolution du dollar, dont on ne sait pas très bien. Le Trump Trade, il a déjà joué à plein sur le dollar, donc on peut facilement reperdre 4-5% sur le dollar. Donc si vous voulez vous couvrir, vous arrivez à peu de choses près sur des rendements qui ne sont pas très différents de ce que l'on trouve en Europe. Donc il faut aller chercher effectivement du portage. Donc on le trouve, pour ceux qui veulent rester sur du dollar, effectivement aux États-Unis, on le trouve aussi sur de l'émergent en devise forte. Donc effectivement, cette classe d'actifs reprend un petit peu une meilleure allure. Les pays émergents ont beaucoup souffert, donc je pense que comme l'Europe, ils bénéficient des rééquilibrages que l'on voit en ce moment et des phases de rattrapage qui sont peut-être pas terminées. C'est mon gros point d'interrogation. En fait, on n'a pas, nous, spécialement vendu d'Europe. On a gardé beaucoup de positions européennes, mais on a la chance d'avoir aussi des actions américaines qui nous ont beaucoup aidé l'année dernière et qui, cette année, depuis le début de l'année, pèsent un petit peu, mais à moyen terme, il n'y a pas de raison de remettre en question ce leadership.
Mon point, c'est plutôt l'incertitude du moment parce que le marché, moi, dès octobre-novembre, je me disais, mais de toute façon, Trump, il va être pragmatique, donc je n'avais pas spécialement peur. En revanche, quand on voit la manière dont les marchés ont remonté aujourd'hui, certes, parce qu'on était très peu cher, qu'on avait tiré l'élastique vers le bas, qu'on a eu des résultats qui étaient un peu meilleurs sur quelques titres très emblématiques. Ça a beaucoup aidé les indices. Mais enfin, il n'y a pas eu non plus un rattrapage extraordinaire sur tout ce qui est small et mid cap, par exemple. Non. Donc là aussi, il y a des questions. Et donc, une de mes questions aujourd'hui, c'est de voir si le marché ne va pas un peu trop vite. On a vu les réactions du Canada et du Mexique. Donc tout le monde s'est dit, tout le monde va faire la même chose. Bon, on va voir. Quand j'entends les propos de Mme van der Leyen, le vrai risque pour les marchés et pour l'économie, c'est la guerre commerciale. Et pas forcément du fait de Trump. C'est lui qui tire en premier. Mais si derrière, il y a une confrontation qui se met en place, voilà. Donc, l'Europe n'a pas tout à fait le même statut que le Mexique et le Canada. Oui, bien sûr. Du point de vue des États-Unis et encore plus du point de vue des États-Unis de Donald Trump. Oui, puis à côté de ça, on n'a pas envie de se laisser marcher sur les pieds complètement. Donc, il n'est pas exclu qu'il y ait un tout petit peu de tension plus durable que les 24 heures qu'il y a eu entre l'annonce des droits sur le Mexique et la réaction des dirigeants canadiens et mexicains. Voilà. Donc, moi, à très court terme, je suis quand même un petit peu prudent. Je trouve qu'on a pas mal monté, qu'on a vraiment besoin de souffler. On va certainement pas retracer toute la hausse qu'on a connue, mais moi, je serais plus acheteur si le marché consolidait un tout petit peu pour redonner un peu de potentiel sur les perspectives sur la fin d'année. Un point important de cette année 2025, si Donald Trump, parmi toutes ses annonces, arrive à délivrer, passez-moi l'expression, sur l'idée d'un cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine, dans quelle mesure c'est positif pour les marchés d'actions en Europe, pour l'Europe en tant que telle, les marchés ça permettra de faire baisser un peu la prime des risques européenne, certainement. Surtout qu'il peut y avoir aussi un peu de baisse des tensions sur tout ce qui est prix de l'énergie en parallèle. Il faudra certainement shorter les valeurs de défense pendant quelques temps. Ah oui. Il peut y avoir des contre-coups aussi. Ah non, mais c'est sûr, parce que les valeurs de défense depuis 2 ans, le marché s'est mis sous tension. Oui, bien sûr. Faire très attention à ça. Je crois qu'aujourd'hui, c'est compliqué d'acheter. Enfin, on peut peut-être encore les conserver, mais en acheter aujourd'hui, c'est quand même... c'est quand même pas gagné cette affaire. Donc il a dit que 100 jours pour réunir, pour arriver à ce cessez-le-feu. Le marché n'anticipe, il n'y a pas d'anticipation spécifique du marché sur cette si, idée-là. Je pense que ça joue dans le rattrapage global de l'Europe. Je pense que ça a dû jouer un petit peu quand même. Les primes de risque n'ont pas beaucoup baissé, parce que les earnings... non, il n'y a pas eu de révision à la hausse des earnings, donc c'est plutôt le calme sur le site. Il y a eu un petit peu de baisse de la prime de risque, j'imagine. Donc ça a dû y contribuer quand même. Mais je pense que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. On a quand même 2 adversaires qui ne veulent pas perdre. Trump ne veut pas se dédire vis-à-vis de son opinion, donc il veut réussir la paix, et Poutine ne veut pas reculer. Donc c'est pas gagné. Ça fait partie aussi des points d'incertitude pour les prochains mois. Sur le marché européen, Joachim, quelle est la manière d'aborder l'investissement en actions chez nous, en Europe, là, aujourd'hui? Oui, alors je rajouterais peut-être 2 choses aussi dans ce qui peut réconforter les investisseurs par rapport à l'Europe. Donc il y a éventuellement... C'est les BCE. Voilà, il y a la BCE, bien évidemment. Il y a les élections en Allemagne aussi qui peuvent peut-être aboutir sur une relance un peu fiscale et budgétaire en Allemagne. Et puis, c'est plutôt encore un risque de surprise positive, parce qu'on en parle depuis déjà 3-4 mois des élections en Allemagne, depuis qu'elles ont été déclenchées. Mais il y a quand même toujours au bout du chemin l'idée que ça peut être une surprise encore positive pour le marché. En tout cas, pas une surprise négative. Voilà, exactement. D'accord. Puis la dernière peut-être surprise positive qui peut surprendre le marché, c'est peut-être le réveil chinois aussi, qui peut être un catalyseur assez important pour ces pays-là. Maintenant, on garde en tête quand même des choses un peu plus structurelles. On le voit, la politique en France, on le voit aussi l'économie plutôt industrielle vieillissante allemande qui peut prendre du temps à se reconvertir. Maintenant, voilà, à court terme, nous, on estime que le rattrapage est assez tactique. On le voit notamment sur les publications de résultats. Mais encore une fois, notre métier fait du sens sur cette zone géographique-là. On le voit par exemple dans des secteurs dans le luxe où il faut, à notre sens, être très sélectif, faire des choix entre Hermès, Kering, etc. Plutôt choisir Hermès.
Voilà. Non, enfin, jusqu'à aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, il faut choisir Kering, j'en sais rien pour les prochains mois. Kering, visiblement, nous vend l'idée d'une stabilisation quand même de son business. On attend de voir un tout petit peu plus. J'ai l'impression que le marché veut voir des preuves tangibles de cette stabilisation des activités de Kering. Un mot sur la BCE, peut-être, Florent, effectivement, si la BCE est en pause ou ne délivre qu'une ou deux baisses de taux cette année, ça n'empêche en rien la Banque Centrale Européenne de tracer sa route, son chemin. Il n'y a plus de sujet de dépendance de la BCE par rapport à ce que ferait la Réserve fédérale américaine côté américain, ou c'est quelque chose qui peut revenir? Il n'y a quand même pas une autonomie complète, puisqu'il y a quand même la parité euro-dollar en toile de fond. Il est clair que la BCE va être plus offensive que la Réserve fédérale, compte tenu de la morosité de l'économie européenne. Mais jusqu'à un certain point, effectivement, les modèles ne donnent pas de chiffres très précis. À partir de quel moment l'euro s'affaiblit trop et devient donc lui-même source d'inflation. C'est ça le critère. Je pense que là, on avance un peu à vue. Mais en tout cas, la BCE est engagée dans un cycle de baisse parce que sa priorité, là, ça reste quand même de faire redémarrer l'économie européenne. Et si c'est source de regain d'inflation, effectivement, elle devra faire une pause. C'est à peu près ça le scénario de décision. Ouais. Bon, on verra le 6 mars prochain. On attend quand même toujours 25 points de base pour la prochaine réunion de la Banque Centrale Européenne. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Florent Delorme, stratégiste chez M&G Investments, Joachim Jean, directeur de la gestion action de Mansartis, et Vincent Genzi, directeur de la stratégie d'investissement de Cholet Dupont Oudard. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui du capital risque et plus précisément du capital risque à impact. Nous en parlons avec Yann Lagalaï qui est à mes côtés en plateau, qui est managing director du fonds Solar Impulse chez BNP Paribas Asset Management. Yann, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. C'est un fonds qui a été monté au cours de l'année 2022, c'est ça, Yann, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, alors racontez-moi la rencontre, parce que deux belles franchises. BNP Paribas Asset Management d'un côté, et puis la franchise Bertrand Piccard Solar Impulse. Donc à travers la fondation Solar Impulse, il y a l'idée d'avoir construit et géré grâce à vous ce fonds de venture, comme on dit, de capital investissement, de capital risque, dédié à l'impact et à la transition écologique au sens large. Mais moi je veux bien que vous nous racontiez la rencontre des deux franchises, si je puis dire, Yann. Pas de problème. Alors nous, on n'a pas commencé avec la fondation Solar Impulse, c'est-à-dire que la banque, dès la COP21, nous a confié 100 millions d'euros pour investir avec le capital de la banque. Ça, c'est le début de l'histoire. Et c'est en 2015-2016. Ça commence à faire un petit bout de temps. On était 3 dans l'équipe à l'époque, Laura Virstel, Olivier Varnon et moi-même. Et donc on a fait nos marques dans ce venture capital, dans ce monde de la transition, qui d'ailleurs pour nous était des transition énergétique qu'on a voulu élargir à la transition écologique. Et c'est important d'avoir cet angle-là parce qu'on parle de biodiversité dans notre nouveau fonds, on parle d'écologie, d'agtech, foodtech. Enfin voilà, le problème de la transition écologique, il est vaste. Il n'est pas seulement sur la sur l'énergie et le carbone. Ouais, on est d'accord. Et la rencontre, en fait, avec la fondation Solar Impulse, d'abord, elle est historique avec la banque. Parce que la fondation la fondation Solar Impulse, en elle-même, on a aidé à la créer avec la banque depuis 6 ans, depuis la fin de l'aventure de Bertrand Piccard, qui est connu pour avoir fait le tour du monde en investissement. Et je précise d'ailleurs qu'il est en train de travailler. Il en fait d'autres, hein. Oui. Non, il travaille un projet pour le faire en hydrogène. Donc pour démontrer qu'avec l'hydrogène, on peut aussi faire le tour de la planète. Bon, voilà, c'est un personnage force à lui, incroyable et d'une force de persuasion absolument incroyable. Donc oui, on a la chance de partenariser avec la fondation, qui elle-même cherchait à aller plus loin que ce qu'elle fait aujourd'hui, qui était le label. Donc en fait, ils ont fait un appel à candidature et voilà, on a été choisi de par notre expérience et de par les affinités qu'on avait avec la fondation Solar Impulse. Donc maintenant, c'est un partenaire. Donc c'est important pour nous parce que ça nous permet d'avoir une vision un peu secondaire, un label qui accrédite notre vision de l'impact de la solution, mais aussi de sa viabilité. Un thème qui est cher à Bertrand et à la Fondation, c'est de dire est-ce que ces solutions, elles peuvent remplacer l'existant de manière économiquement viable. Et donc il y a cet aspect-là aussi qui est très important dans le label. Donc c'est important pour nous, c'est des partenaires. Mais voilà, nous, quand on fait notre investissement, on le fait avec notre expérience, avec les practices de BNP Paribas Asset Management, et voilà, on le fait en Amérique du Nord, en Europe.
Voilà. Mais vous investissez, et il faut expliquer cette histoire Oui. de label, Oui. parce qu'on ne sait pas bien, enfin, des labels il y en a partout, mais c'est quoi la spécificité du label Bertrand Piccard ou du label Solar Impulse, Yann? Parce que c'est une des promesses que vous faites à travers ce fonds, c'est d'investir dans des entreprises alors qui sont des scale-up, vous allez nous expliquer effectivement, mais qui ont avant tout ce label Solar Impulse. C'est vrai. Donc le label consiste en fait à un dossier qui est rempli par les sociétés. Une solution est choisie parmi toutes les solutions qu'il peut y avoir dans la société, et la fondation, à travers des experts indépendants, donc monte ce dossier, aide à monter ce dossier. Et il y a 3 critères, un sur la technicité, un sur l'impact environnemental et un sur la viabilité économique. Et si les experts extérieurs, ils sont au nombre de 3, votent 2 sur 3, le label est accordé. C'est un label qui est reconnu par la Commission européenne, par UNSDP. D'accord. Et pertinent du point de vue de l'investisseur. Et qui est pertinent d'un point de vue de la fiabilité et de l'impact. Vous voyez, hein. Nous, en fait, on fait nos preuves due diligence technologique, commerciale, etc. à part. Mais c'est comme quelque chose qui garantit l'indépendance de cette vision-là. On n'a pas menti, en tout cas, sur l'impact environnemental de la solution. Bon. Et c'est important de se poser 2 fois la question sur ce sujet-là, parce qu'on sait à quel point c'est controversé. Voilà. Et ce qui fait qu'on est aussi un fonds SFDR 9, ça nous aide aussi à remplir ces critères-là. Article 9, donc on est au maximum de ce qu'on peut Alors, ils n'ont pas inventé afficher. SFDR 10 ou 11, je ne connais pas. Non, mais voilà, au maximum de ce qu'on peut afficher avec l'intention et la volonté et même l'obligation de délivrer sur l'impact. Bon, concrètement, qu'est-ce qu'on fait dans ce fonds de venture et de capital risque et impact, Yann? Notre angle, d'abord, c'est d'aider des sociétés qui ont déjà démontré qu'elles avaient quelque chose de pertinent, une solution existante. Donc, on ne fait pas du seed, comme on dit dans le capital risque. On fait pas on n'investit pas sur des slide decks, non, on investit sur des technologies qui ont été prouvées et qui commencent à avoir des clients. En général, plutôt 1 million d'euros, mais ça dépend des types de technologies. Et on investit donc en Amérique du Nord pour un tiers et en Europe pour 2 tiers, parce que c'est là où se retrouvent les marchés de l'innovation aujourd'hui. Et on investit donc sur des scale-up qui sont en divers types de secteurs, énergie, mobilité, comme je disais au début, smart city, agtech, foodtech, circular economy. On a même une thématique biodiversité, et c'est peut-être là-dessus que je peux commencer, parce que notre premier deal, il est là-dessus. Ça s'appelle Naturmetrics, c'est une boîte UK, et qui travaille sur la mesure de biodiversité. Un sujet hyper important. On a eu beaucoup de boîtes qui ont travaillé sur la mesure carbone. C'est quelque chose qui est, je ne dis pas que c'est réglé sur ce point-là, mais c'est déjà un problème adressé. C'est facilement quantifiable, le carbone. Exactement. Et on a déjà des marchés là-dessus, mais il y a des marchés de biodiversité qui sont en train de se mettre en place. Et c'est un sujet qui est très cher à BNP Paribas, parce qu'on a participé aussi à la Task Force pour Natural Disclosure. Et donc, le capital naturel va devenir un actif qu'on va devoir pricer demain. Et ça capital naturel, c'est les forêts, les océans, enfin, c'est tout l'environnement. Tout ce qu'on surconsomme aujourd'hui. Un des sujets de la transition écologique, c'est comment on fait avec les ressources qu'on a. Et je pense qu'on se pose pas beaucoup la question en réalité de qu'est-ce qu'on fait avec les ressources qu'on a. On pense qu'elles sont infinies. Elles ne sont pas infinies aujourd'hui. Donc il faut pouvoir calculer l'impact des activités humaines, que ce soit des corporates, que ce soit des real estate agents, que ce soit des industriels, pardon. Il faut comprendre quel impact ils ont sur la nature. Et ça, c'est pas facile à mesurer. Et cette boîte a développé des technologies eDNA très très spécifiques qui permettent de mesurer ça dans le temps à un low cost. C'est plus des gens que vous envoyez pendant 6 mois à prendre des photos d'animaux de la moindre parcelle, etc. C'est beaucoup plus exhaustif. Ça se fait sur des traces d'ADN. Et ils ont compilé ça aujourd'hui avec d'autres types de vecteurs qui peuvent être satellitaires ou même des bruits, etc. Donc ils compilent tout ça pour permettre aux entreprises d'analyser quels sont leurs actifs ou quelles sont leurs activités qui peuvent mettre en risque la biodiversité. Et vous êtes client de cette boîte alors? Enfin, j'allais dire, c'est. Alors, oui, d'une certaine manière, certaines parties de la banque regardent comment. Redites comment elle s'appelle, Yann? Naturmetrics. D'accord. C'est assez unique. Donc ça, c'est la première boîte. La deuxième boîte dans laquelle elle investit est plus classique et connue, je pense, de pas mal de Français, qui s'appelle Phoenix. Donc là, on est dans l'anti-gaspillage. Au départ alimentaire, on a pris Phoenix avec une stade qui est relativement avancée. Encore une fois, on investit dans des boîtes matures. Mais la prochaine étape, c'est de faire naître de Phoenix d'autres activités. On fait du gaspillage pas seulement sur la nourriture. On en fait aussi sur le non-food. Et donc, voilà, la boîte aujourd'hui, on est très content. Elle est devenue profitable. Et on est pour l'aider à aller aux étapes suivantes. Donc, ça, c'est Phoenix sur l'anti-gaspillage. Donc, économie circulaire, gaspillage. La troisième boîte dans laquelle on investit est dans l'agriculture. C'est Axioma. Donc là, on est dans les biostimulants agricoles. Un secteur qui est difficile à déplacer, je le dis, mais un challenge qui est hyper important pour nous passer des produits phytosanitaires. Alors, pour expliquer très simplement, c'est donner des vitamines aux plantes pour qu'elles se défendent elles-mêmes contre les mauvaises choses qui peuvent arriver. Voilà. Donc ça, c'est Axioma.
Bah oui, déroule toutes les boîtes, je il y en a quoi? Vous avez déjà des. Alors, On fera peut-être pas les 6, mais alors si parler rapidement. Ouais, bah alors allez-y. Elowatt, bien sûr. c'est un peu inhabituel pour nous, c'est du B2C. Et Elowatt, ça permet à des gens, je vous invite d'ailleurs à downloader l'application, parce que si vous avez chez vous de la consommation Je crois que je l'ai. énergétique, vous avez déjà Elowatt. Je crois. Je vais vérifier derrière. Magnifique. Donc ça aide. En fait, pour moi, c'est un intermédiaire de confiance. Aujourd'hui, il y a beaucoup de débats sur des arnaques autour de la MaPrimeRénov' et des choses comme ça. Eux, c'est des acteurs, c'est des relais de confiance. D'abord parce qu'ils vous recommandent gratuitement comment faire pour économiser de l'énergie. Ouais. Ils vous permettent après de faire tout type de travaux, que ce soit du PV, de l'isolation, de l'installation de pompes à chaleur. Et ils le font avec des tiers de confiance qu'ils ont sélectionnés et ils prennent tout le risque. Ils prennent tout le risque, ils vont les chercher aussi, j'entends bien. Ouais. Donc ça, c'est Elowatt. Et ça a Les gens explosé très sérieux. pendant le déclenchement de la guerre en Ukraine, j'imagine. C'est le genre de business qui a Alors, dû. ils ont un business qui est incroyable parce que, comme on dit, c'est une boîte bootstrappée. Donc, c'est des jeunes, ils sont sortis de Centrale. Donc, ils n'ont pas jamais levé de capital. Ils sont arrivés à des. Je ne peux pas dire. Donc, c'est des gens. Sans lever de très fonds. talentueux. Ils n'ont pas levé de fonds. Et on est arrivé, nous et StarQuest, on est arrivé il y a un an pour les aider à passer à la prochaine étape. Mais c'est deux personnes extraordinaires. Il faudra les inviter sûrement chez C'est peut-être qu'ils sont déjà venus dans une émission qui s'appelle Smart Impact chez nous, qui traite de ce genre de sujet. Yann, il nous reste quelques minutes. Je voulais que vous nous racontiez comment vous avez levé des fonds, parce que vous avez levé plus de 170 millions d'euros, c'est ça? 172. Et oui, les 2 millions sont aussi importants que les autres. Exactement, ils sont tous aussi importants que les autres. Mais qu'est-ce que ça nous dit? Parce que vous le dites avec un sourire, il y a une fierté derrière cette levée de fonds, parce que lever des fonds pour ce type d'investissement en 2022, c'était pas si évident que ça, Yann? Non, c'est pas évident parce que malgré toutes les bonnes choses qu'on peut penser de la nécessité de faire quelque chose pour le climat, eh bien, pour la plupart des acteurs d'investisseurs privés, la classe d'actifs capital risque reste une classe d'actifs risquée. Et on ne peut pas dire le contraire, c'est plus risqué que le private equity, c'est plus risqué que l'infra. Mais par contre, c'est absolument nécessaire pour faire naître des technologies qui vont nous permettre derrière de faire des choses. Et donc, nous, on a vocation à dire, voilà, l'impact qu'on véhicule est pas du tout opposé à du return. Et donc, on assume ça. Moi, je pense que pour qu'un impact soit quantitatif, il faut qu'il y ait du return, et surtout pour qu'il vive plus loin. Je pense qu'on a réussi à convaincre, de par les années qu'on a passées aussi d'apprentissage. On n'est pas venu en short en disant on sait faire ça. Donc ça fait plusieurs années qu'on fait ça. Et puis je pense qu'effectivement la spécificité de la fondation Solar Impulse, le fait que la banque aussi, avec son capital, investisse dans les fonds du marché pour qu'on soit aussi dans un écosystème, c'est important. On ne travaille pas dans du majo, nous, dans le monde du venture capital. Donc et on a rarement raison tout seul. Donc il faut être dans cet écosystème pour aider les startups, leur éviter de faire des erreurs, leur permettre d'embaucher les bons talents. Et c'est ça qu'on fait aujourd'hui, et les mettre en face des clients qui ont besoin de changer, de transformer pour qu'on réussisse cette transition. Est-ce qu'il y a un vrai risque de setback sur ces grandes thématiques d'investissement? Alors au départ, transition énergétique, mais transition écologique aujourd'hui. Je vous passe le bruit politique du moment, mais qui s'ajoute aussi. Alors on a vécu l'envolée des valorisations dans cette thématique d'investissement, et puis un net recul derrière qui a pu refroidir un peu certains esprits. Enfin, est-ce qu'il y a un vrai risque de setback, ou est-ce que vous ne le percevez pas du tout dans l'écosystème et l'univers dans lequel vous naviguez aujourd'hui? Je crois pas. On a démontré déjà que les renouvelables, qui plus est associés à du stockage, c'est l'énergie la moins chère. D'accord. Alors on a des problèmes maintenant de déploiement parce que à chaque fois il y a des réticences, comme dans toutes les transformations. Mais je veux dire, les nouvelles énergies qui sont mises en place aujourd'hui, c'est à 95% du renouvelable. D'accord. Alors, on investit plus dans le renouvelable que dans le fossile aujourd'hui dans le monde. Non, mais je le rappelle, parce que c'est vrai qu'on a parfois l'impression il faut avoir les ordres de grandeur en tête. Maintenant, il faut être patient parce que les choses sont très lentes en fait. Ouais. C'est ça que les gens ne perçoivent pas. Et je pense qu'il faut aussi véhiculer des idées positives par rapport à tout ça. On est là pour créer des solutions plus efficientes, y compris pour les industriels, pour les clients, et pas forcément là pour punir. Donc il y a une image à public qui est pas la bonne, je pense. C'est pas punitif. C'est de l'efficacité, et l'efficacité, comme le dit si bien Bertrand Piccard, c'est ce vers quoi on doit aller pour utiliser le moins de ressources possible pour tout ce qu'on a à faire. Bon, chaque année, il y a plus d'investissements qui sont faits dans la transition ou les transitions écologiques, mais tout ça ne va pas encore assez vite. C'est problème de vitesse, mais il y a plein de choses qui... Mais il y a plein de choses à faire pour que ça aille plus vite. Moi, je pense que la tendance est profonde et ancrée, et il y aura des bumps, et il y aura... Voilà, c'est pas une ligne courbe, mais de facto, on n'a pas le choix.
Merci beaucoup Yann. Yann Lagalay, Managing Partner du fonds de venture Solar Impulse, en partenariat donc entre BNP Paribas Asset Management et la fondation Solar Impulse de Bertrand Piccard, qui était l'invité de notre dernier quart d'heure dans Smart Bourse ce soir.